Et donc, quelques chiffres pour finir. Ça, c'est les chiffres chez l'adulte, dans le sang artériel. Je ne vous les redis pas parce que vous les connaissez, vous les voyez. Ça, c'est la concentration moyenne de l'hémoglobine chez l'adulte. Et si on calcule la quantité d'hémoglobine, la quantité d'O2 liée à l'hémoglobine, 1,39 c'est le pouvoir oxyphorique, les 15 grammes et les 95%. Donc on arrive à 20 ml d'O2 à peu près pour 100 ml de sang. J'ai négligé l'O2 lié, l'O2 dissous, hein, puisqu'on a dit que c'était une quantité négligeable, là je ne l'ai pas calculé. Et puis je vous rappelle les pressions dans le sang veineux. Chez le fœtus, donc finalement, rappelez-vous l'importance de l'hémoglobine fœtale, qui est en concentration plus élevée et qui a une affinité plus importante pour l'oxygène que l'hémoglobine adulte. Si on regarde la aorte ascendante, pourquoi j'ai pris la aorte ascendante? Parce que on va le voir tout à l'heure, c'est le sang qui est dans la aorte ascendante, il est important parce que c'est celui qui va aller directement au cerveau. On a une PO2 à 25, une PCO2 à 45, donc extrêmement basse, une saturation à 60%. Donc on va dire, si on regarde ces gaz-là, c'est un peu catastrophique. Et l'hémoglobine, on a vu, elle est plus concentrée. Mais la particularité, c'est que si on regarde assez faible, si on regarde à quoi ça correspond en termes d'O2 lié à l'hémoglobine, donc le pouvoir oxyphorique, c'est la quantité maximale que 1 gramme d'oxygène que 1 gramme d'hémoglobine peut transporter en millilitres d'oxygène. Ça, je vous ai dit, ça ne change pas. C'est toujours une molécule d'hémoglobine. Au maximum, elle peut porter 4 grammes. Mais une molécule d'hémoglobine, elle peut porter 4 molécules d'oxygène. Mais on est à 1,39 fois 20 fois 0,60. Hein. Ici, la PO2 à 25, ça a une saturation à 60. Ça paraît faible, mais c'est beaucoup plus élevé malgré tout que ce qu'on aurait en saturation chez le sujet adulte. Et donc au final, on arrive avec une quantité d'O2 liée à l'hémoglobine, vous voyez, qui est un petit peu abaissée par rapport à nous, mais qui reste tout à fait suffisante pour assurer les besoins de l'organisme fœtal. Et voilà des rappels aussi pour les PO2, donc très basses de composition veineuse chez le fœtus. Et donc là, résumé, les échanges gazeux sont assurés par le placenta, c'est une diffusion des gaz, mais la barrière placentaire est moins favorable aux échanges gazeux que la paroi alvéolaire. Il n'y a pas d'équilibre des pressions en O2 entre le sang veineux fœtal et le sang maternel, du fait de l'effet Shunt et dans les villosités. Mais le contenu en O2 chez le fœtus est suffisant, car il existe 3 mécanismes adaptatifs. L'hémoglobine fœtale a une affinité plus importante, sa concentration est plus élevée et il y a le double effet Bohr. Et on va directement aller à la deuxième partie parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Donc là maintenant, on a vu ce qui se passe chez le fœtus. Maintenant, on va regarder comment on passe d'échanges gazeux assurés par le placenta à des échanges gazeux assurés par le poumon. Donc, la circulation sanguine fœtale. On a quelques moments clés. Vous savez, les battements du cœur, ils apparaissent à la 4e, 5e semaine de gestation. Et le système cardiovasculaire est en place vers la 11e semaine. En fait, on a une organisation adaptée pour des échanges gazeux et nutritionnels placentaires. Ça veut dire qu'on va avoir un court-circuit des organes qui nous servent à nous, le poumon, l'intestin, le foie. Et donc, il va y avoir des shunts qui vont différencier la circulation fœtale et adulte. Il y en a 3. Ductus venosus, foramen ovale, canal artériel, on va les voir. Vous trouvez parfois les anciens noms dans les livres. Et la particularité, c'est que chez le fœtus, le cœur droit et le cœur gauche fonctionnent en parallèle. C'est-à-dire que nous, on a un cœur droit et un cœur gauche qui fonctionnent en série. Si vous regardez comme un système électrique, on va avoir le sang qui va aller d'abord à droite, puis ensuite à gauche. D'accord ? Chez le fœtus, on va le voir, en fait, il fonctionne en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a il y a des communications entre le cœur droit et le cœur gauche, et donc on peut avoir du sang qui passe de droite à gauche, ce qui bien sûr n'est pas le cas chez nous. Alors, on est ici au niveau du placenta, et on part en partant de notre veine ombilicale. D'accord ? On était tout à l'heure avec la veine ombilicale, on regardait nous le placenta, maintenant on va regarder ce qui se passe au niveau du fœtus. Voilà notre veine ombilicale, on la suit. Elle arrive, premier point, elle va rencontrer une structure qu'on appelle le ductus venosus, qui est le premier shunt, dont on ne va pas beaucoup parler. Il nous permet en fait de shunter le foie. Donc le foie, il va être un petit peu vascularisé pour son développement, mais pas du tout pratiquement pour la fonction, qui ensuite va être très importante chez l'homme. Et ce sang qui vient donc de la veine ombilicale va arriver dans la veine cave inférieure. La veine cave inférieure, elle vient d'où ? Elle a été vascularisée, les organes, les membres inférieurs
et certains organes du petit bassin. Et donc, c'est du sang ici veineux, d'accord, de composition veineuse. Donc, on a d'emblée un premier mélange du sang qui amène le sang le plus riche en oxygène que le fœtus pourra avoir, qui va être mélangé avec du sang de composition veineuse. Évidemment, ça ne se fait pas chez nous la plupart du temps, hein, mais ici, chez le fœtus, c'est particulier. Ça veut dire que d'emblée, le sang ici va être appauvri en oxygène. Et puis la veine cave inférieure arrive, elle arrive dans l'oreillette droite, et au niveau de l'oreillette droite, que se passe-t-il? Eh bien, il y a une structure assez particulière qui fait qu'au lieu que le sang, ce qu'on attend que l'oreillette droite aille au ventricule droit. Là, ce n'est pas le cas. Le sang qui vient de la veine cave inférieure va aller vers l'oreillette, de l'oreillette droite à l'oreillette gauche, par une structure qu'on appelle le foramen ovale. Le foramen ovale, alors là, je ne vais pas du tout faire de schéma d'anatomie. Il y a une petite membrane qu'on appelle la crista dividens et donc un trou, une communication entre les deux oreillettes, ce qu'on appelle le foramen ovale, qui permettent à la majeure partie du sang qui provient de la veine cave inférieure de passer directement dans le cœur gauche, puis dans l'aorte ascendante et les carotides. Et donc quel est l'intérêt de ça? C'est que du sang oxygéné va arriver au cerveau. C'est ce qu'on voit ici. Donc on a notre sang qui vient de la veine cave inférieure, qui passe par le foramen ovale, qui arrive dans l'oreillette gauche, ventricule gauche, aorte, crosse de l'aorte, et là, ces vaisseaux-là, c'est les vaisseaux du cou. D'accord ? Donc ça veut dire que le sang le plus riche en oxygène que le fœtus peut avoir va aller vasculariser le cerveau et donc va aller donner de l'oxygène au cerveau. Ensuite, alors peut-être on va revenir en arrière. Ensuite, le sang va aller dans l'aorte descendante et puis aller vasculariser donc les différents organes thoraciques, abdominaux, etc. Et une partie va aller retourner, c'est l'artère donc ombilicale, enfin les artères ombilicales, et aller donc au niveau du placenta pour à nouveau refaire le système. Que se passe-t-il pour le sang qui vient, justement, qui a vascularisé le cerveau et qui arrive et les membres supérieurs et qui arrive par la veine cave supérieure? Alors là, la veine cave supérieure, on arrive encore au niveau de l'oreillette droite, mais au niveau de l'oreillette droite, là, la structure anatomique est telle que le sang ici va bien passer, ne va pas suivre le sang qui vient de la veine cave inférieure, il va bien aller dans le ventricule droit, puis passer donc dans l'artère pulmonaire. Et là, les poumons, eh bien, ils ne sont pas fonctionnels, donc il va y avoir un petit peu de sang qui va aller vasculariser les poumons pour la nutrition et le développement, mais pas du tout pour la fonction respiratoire. Et la majorité du sang va aller de l'artère pulmonaire vers le canal artériel, qui est une structure donc vasculaire, qui va arriver, s'aboucher juste après les vaisseaux du cou. Donc et arriver donc dans l'aorte descendante. Donc on a ici du sang de composition veineuse, hein, puisque ça vient des vaisseaux du cerveau et des membres supérieurs, du sang qui va arriver donc au niveau de l'aorte descendante. Et donc là encore, il y a un mélange des sangs. D'accord ? C'est du sang pauvre en oxygène qui va arriver et qui va se mélanger avec du sang relativement riche en oxygène, donc qui va arriver au niveau de l'aorte descendante. Donc ici, c'est représenté le canal artériel. Vous voyez qu'il s'abouche juste après les vaisseaux du cou. Pas terriblement fait sur ce schéma, enfin bon, bref. Le canal artériel, il est maintenu ouvert à la fois par l'hypoxémie du sang fœtal, en fait le fait que la PO2 soit basse dans le sang fœtal, ça maintient le canal artériel ouvert, et puis il est maintenu aussi ouvert par des prostaglandines E2 qui sont essentiellement synthétisées par le placenta. Et donc il permet à la majeure partie du sang de passer directement dans l'aorte descendante, et donc évidemment le contenu en oxygène de l'aorte descendante, il est inférieur au contenu en oxygène de l'aorte ascendante, bien sûr. Alors, donc là, on a vu l'organisation de l'appareil cardiovasculaire fœtal. C'est cette organisation qui prévaut tout au long de la vie fœtale et juste avant la naissance. Qu'en est-il maintenant pour l'appareil respiratoire avant la naissance? Eh bien, on a un arbre bronchique et bronchiolaire qui est en place. En revanche, le tissu pulmonaire, il est tout à fait différent du tissu adulte. On a des canaux alvéolaires, on a des saccules, ce qu'on appelle des saccules alvéolaires, ils sont présents mais ils sont collabés. Et puis, il y a des capillaires pulmonaires, bien sûr, qui sont présents, mais ils circulent dans ces parois alvéolaires qui sont complètement collabés, donc il y a une circulation, ils sont tortueux, et il y a une forte résistance à l'écoulement sanguin. Il y a aussi du liquide pulmonaire, en fait, qui est présent dans les cavités alvéolaires. Ça représente un petit volume, on n'aura pas le temps de dire ce qui devient, mais enfin, en fait, ce n'est pas de l'air, bien sûr. Dans les espaces alvéolaires, en fait, on a un peu de liquide pulmonaire.
Donc voilà le tissu adulte, voilà le tissu fœtal. Le tissu adulte est très aéré, bien sûr, avec des membranes très fines. Vous voyez, en fait, le tissu fœtal très peu aéré. Mais évidemment, et puis, en plus, ce n'est pas de l'air, c'est du liquide qui est présent. Et on a des parois alvéolaires qui sont collabées, dans lesquelles le sang, évidemment, a du mal à circuler parce que les capillaires sont tortueux et ils offrent une forte résistance au sang et à la circulation. Le surfactant, vous savez, c'est une structure extrêmement importante qui va permettre de faciliter, de diminuer la tension de surface, donc d'augmenter la compliance. Il ne va apparaître qu'en fin de gestation. Les pneumocytes 2, ils n'apparaissent qu'à la 20e semaine de gestation. 8 à 10 semaines après, le surfactant va être synthétisé. Le cortisol fœtal va augmenter la synthèse de surfactant et vous vous rappelez, il diminue la tension de surface. Donc voilà, on a notre appareil cardiovasculaire en place, notre appareil respiratoire en place, et maintenant, que se passe-t-il à la naissance ?